Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. 16 minutes pour faire ensemble le tour de l'information européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 11 janvier. À la une ce soir, la France qui se prépare à une 9e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Par crainte de nouveaux débordements, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. Des manifestations ont déjà été interdites. L'Allemagne et la Grèce, à l'heure de l'apaisement après une décennie de crispation sur fond d'austérité et de graves crises économiques, Berlin et Athènes misent sur l'avenir de leurs relations malgré les cicatrices de l'histoire. Il y a tout juste 17 ans, les États-Unis ouvraient la terrible prison de Guantanamo, une prison destinée aux personnes suspectées de terrorisme islamiste. Entretien dans cette édition avec Mourad Benchelali, ancien détenu de Guantanamo et aujourd'hui travailleur social. Et le monde olympique de nouveau rattrapé par les affaires de corruption. Le président du comité olympique japonais a été mis en examen par la justice française dans le cadre de l'attribution des JO de Tokyo en 2020. Je vous le disais en titre, la France n'en a pas terminé avec les Gilets jaunes. Demain, une 9e journée de mobilisation est programmée dans le pays, alors que le président français publiera lundi sa lettre aux Français afin de dire ce qu'il compte faire des conclusions du grand débat national qui débutera mardi. L'état des lieux, Stéphanie Morbois. Une grande partie des syndicats français reçus vendredi à Matignon avant le lancement du grand débat national, et ce alors que les Gilets jaunes préparent de nouveaux rassemblements samedi. Aucune précision sur l'organisation du débat n'a été dévoilée. Ses contours seront précisés lundi par Édouard Philippe et il sera lancé officiellement mardi par Emmanuel Macron. Pendant ce temps, les Gilets jaunes préparent l'acte 9 de leur contestation. La mobilisation pourrait être plus forte que la semaine dernière partout en France et revenir au niveau atteint avant les fêtes de Noël. Elle pourrait être aussi plus radicale. Les autorités redoutent un regain de violence, notamment à Paris, où des violences ont éclaté samedi dernier. Pour faire face, un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 5 000 à Paris. En province, c'est la ville de Bourges qui se prépare à être l'un des épicentres de la contestation en raison de son emplacement géographique au centre du pays. Tout rassemblement de gilets jaunes dans le centre-ville est interdit et de nombreux bâtiments publics resteront porte close. Angela Merkel poursuivait aujourd'hui sa visite en Grèce. Après 10 ans de crispation aiguë entre Athènes et Berlin sur fond de crise de l'euro, la chancelière allemande a joué l'apaisement, même si certains Grecs n'oublient pas les plaies de l'histoire récente et passée. Elle ne s'était pas rendue en Grèce depuis 2014. Angela Merkel était à Athènes jeudi dans un climat d'apaisement entre la Grèce et l'Allemagne. La chancelière allemande s'est entretenue pendant 2 heures avec son homologue Alexis Tsipras et a notamment salué l'action décisive du Premier ministre grec sur le nouveau nom de la Macédoine. La chancelière lui a affiché sa reconnaissance pour avoir entrepris de résoudre cette question épineuse, car pour elle cet accord est de l'intérêt de tous, de la Macédoine, de la Grèce et de toute l'Europe. Dans la rue, quelques 200 manifestants ont montré leur hostilité à la chancelière. Ils ont répondu à l'appel de petits partis de gauche et ont exprimé leur crainte qu'Angela Merkel fasse pression sur le gouvernement grec, elle qui est souvent associée aux politiques de rigueur imposées pour parer à la crise de la dette. L'accord soutenu par l'UE et les États-Unis vise à mettre fin à un litige vieux de près de 30 ans avec la Macédoine. Il devrait ouvrir la voie à l'adhésion du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Chute de neige, record, avalanches et perturbations sur les routes. L'hiver est bel et bien là. Tour d'horizon de la carte des intempéries dans le centre de l'Europe et plus particulièrement en Autriche, en Suisse et en Allemagne. Maxime Bios-Duplan. L'avalanche a soufflé les baies vitrées et la neige a envahi tout le rez-de-chaussée de cet hôtel de Schwegalp, en Suisse. Voici l'une des conséquences quotidiennes des chutes de neige exceptionnelles qui touchent depuis une semaine le centre de l'Europe et particulièrement une zone frontalière entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. En Autriche, justement, on n'avait pas vu un tel enneigement depuis au moins 30 ans. Des centaines de soldats, de pompiers, de personnels municipaux et de bénévoles sont mobilisés pour dégager les routes et rétablir l'accès à certains villages complètement isolés. On parle désormais de pénurie de sel à déneiger et de chaînes pour les voitures.
de perturbations aussi dans le trafic aérien, avec un aéroport de Francfort blanchi et ralenti. Une centaine de vols ont été annulés ce vendredi, 90 annulations également à l'aéroport de Munich. Au moins 7 personnes, principalement dans les stations de ski, sont décédées en une semaine. Plusieurs randonneurs sont encore portés disparus. C'est un répit pour la région. Il a finalement cessé de neiger. Les autorités et les services de secours en profitent pour déneiger les routes, dégager les toits des maisons de paquets de neige qui pèsent des tonnes et réduire le risque d'avalanche avec des départs provoqués à l'explosif. Mais ce répit ne durera pas longtemps. De nouvelles pluies et des chutes de neige sont annoncées pour ce dimanche. C'était il y a tout juste 17 ans. Les États-Unis ouvraient la prison de Guantanamo sur leur base militaire à Cuba. Rappel des faits suivi d'un entretien avec un ancien détenu français de Guantanamo. Mourad Benchelali a été finalement libéré en 2004. 17 ans après les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, la prison de Guantanamo n'a toujours pas fermé ses portes. Le centre de détention le plus controversé au monde est ouvert depuis le 11 janvier 2002 sur une base militaire américaine à Cuba. Dès l'origine, cette prison extraterritoriale est conçue pour rassembler en un seul et même lieu les terroristes présumés suspectés d'appartenir au groupe djihadiste d'Al-Qaïda ou aux talibans. Au total, quelques 800 détenus vont y séjourner, dont 600 seront finalement libérés. 17 ans plus tard, Amnesty International publie un nouveau rapport dénonçant les conditions de vie des derniers détenus. Actuellement, 40 hommes sont toujours incarcérés en violation totale avec les droits de l'homme. Certains détenus auraient dû être transférés il y a des années. La fermeture de Guantanamo n'est plus du tout d'actualité. Non seulement Donald Trump a décidé de maintenir ses installations, mais un plan de modernisation de plusieurs millions de dollars a été envisagé. Mourad Benchelali, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors vous avez été incarcéré 2 ans à Guantanamo jusqu'en juillet 2004. Les États-Unis vous suspectaient alors de terrorisme. Vous êtes aujourd'hui un homme libre, travailleur social. 15 ans après votre libération, vous vous décrivez souvent comme un suspect éternel. Pourquoi donc ? Bien parce qu'il est toujours difficile par rapport au regard des autres, à cause de ce passé justement, cette incarcération, une espèce de présomption de culpabilité un petit peu généralisée, où beaucoup de gens partent du principe que parce qu'on est passé à Guantanamo, donc on a forcément de la culpabilité ou une implication d'une manière ou d'une autre dans le terrorisme, ce qui est évidemment faux. Alors qu'est devenue la plainte que vous aviez déposée avec d'autres codétenus de l'époque contre les autorités américaines pour torture et détention arbitraire ? Oui, et séquestration également. Alors c'est une plainte qui a été donc instruite depuis 2005 par un juge d'instruction français. Le problème, c'est que c'est une plainte qui semble, je dis bien qui semble, parce qu'on a eu des notifications qui vont dans ce sens, qui semble aller vers un non-lieu. Parce que le juge français estime que finalement, il n'est plus possible de poursuivre les responsables américains, que c'est trop compliqué, etc. Enfin, pour des raisons assez complexes. Malheureusement, la plainte semble s'éteindre. C'était un peu joué d'avance, vous ne croyez pas ? On était assez pessimiste, c'est vrai, mais on a toujours pensé que c'était l'honneur de la France de pouvoir poursuivre, en tout cas de faire la lumière sur ce qu'on avait pu nous subir et enquêter en tout cas sur ce qu'on avait pu vivre à Guantanamo et on avait beaucoup d'espoir. Alors depuis plusieurs années maintenant, vous participez régulièrement en France à des actions de prévention de la radicalisation. La question est simple, peut-on parvenir à décourager certains jeunes aujourd'hui à s'engager dans la voie du djihadisme ? Alors, je ne comprends pas ceux qui ont le raisonnement qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire changer d'avis, en tout cas tenter de raisonner des personnes qui se sont déclarées. Pourquoi est-ce que ça marcherait dans un sens et ça ne marcherait pas dans l'autre ? C'est-à-dire que des personnes les ont embrigadées et on peut essayer de faire le chemin inverse et je pense que c'est possible. Êtes-vous parvenu déjà à décourager un jeune à s'engager, à partir, en Syrie notamment ?
Alors je vais être prudent parce que je ne veux pas être non plus être prétentieux, ou je pense que ce serait prétentieux de dire qu'il y aurait une méthode comme ça qui marcherait, mais j'ai eu quelques témoignages de personnes qui, après m'avoir entendu en tout cas, ou échangé avec moi, me disaient qu'elles voyaient les choses différemment. Donc disons qu'il y a certains indices qui laissent penser que ça peut être efficace. Merci Mourad Benchelali pour cette intervention. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, arrivé en seconde position à l'élection présidentielle, a bien l'intention de se battre jusqu'au bout. Son camp revendique la victoire à 61% des voix. Donné perdant de l'élection présidentielle, Martin Fayoulou, l'opposant congolais, n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé ce vendredi vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Son camp revendique même la victoire à 61% des voix, alors que les résultats provisoires lui donnent 34,8% contre 38,57% pour Félix Tshisekedi. Devant ses partisans, Martin Fayoulou a déclaré qu'il va demander au président de la commission électorale de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins et observateurs internationaux et congolais de l'élection. L'équipe de campagne de Martin Fayoulou affirme même que Félix Tshisekedi, le vainqueur proclamé, n'aurait obtenu que 18,86% des suffrages. Chaque candidat dispose de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a ensuite 8 jours pour examiner la demande. À 1 an et demi des JO de Tokyo, les taux se resserrent contre le président du comité olympique japonais. Il a été mis en examen pour corruption dans le cadre de l'attribution des Jeux à la capitale nippone, Jérémy Charrier. Tsunekazu Takeda, président du comité olympique japonais, a été mis en examen le mois dernier à Paris pour corruption active. L'enquête française porte sur l'attribution des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Les enquêteurs veulent faire la lumière sur le versement suspect de près de 2 millions d'euros en 2013 à Black Tidings. Cette société, basée à Singapour, est liée à Papa Massata Diak, personnage central de plusieurs affaires de corruption dans le sport mondial. Par son intermédiaire, Tsunekazu Takeda est soupçonné d'avoir acheté des voix de membres africains du comité international olympique juste avant l'élection de Tokyo. De son côté, le CIO a saisi sa commission d'éthique et a rappelé être partie civile dans l'enquête. À la tête du comité olympique japonais depuis 2001 et membre du CIO depuis 2012, Tsunekazu Takeda a démenti les accusations de corruption le visant. Du sport et des larmes à présent, l'ex numéro 1 mondial Andy Murray va devoir stopper le tennis pour des raisons de santé. La retraite anticipée de l'Écossais Julien Pavy. Andy Murray en larmes à Melbourne, quittant une conférence de presse. À 3 jours de l'Open d'Australie, l'ex numéro 1 mondial a annoncé qu'il comptait prendre sa retraite cette année. En cause, sa hanche, qui le fait toujours souffrir et qui l'empêche de jouer à son meilleur niveau. Andy Murray aimerait continuer jusqu'à Wimbledon, mais il craint que l'Open d'Australie soit son dernier tournoi. Je pense en effet qu'il y a une chance que ce soit mon dernier tournoi, c'est sûr. Je ne suis pas certain de pouvoir supporter la douleur pendant encore 4 ou 5 mois. To play through the pain, for another 4 or 5 months. Andy Murray a très peu joué depuis son opération de la hanche il y a 1 an. Une poignée de tournois, dont celui de Brisbane la semaine dernière, où il a été sorti dès le 2e tour. Et pour refermer cette édition, la face cachée de la Lune comme vous ne l'aviez jamais vue. Un nouvel exploit de la mission spatiale chinoise qui vient de déployer sur place un petit robot très agile. Maxime Bios-Duplan. La Lune comme si vous y étiez. Voici la première photo prise par le petit robot chinois qui se promène en ce moment à la surface de notre satellite. Yutu 2, lapin de jade en français, est descendu de la sonde Chang'e 4 le 3 janvier dernier et a commencé sa mission scientifique. Quelques heures plus tôt, l'engin chinois était devenu le premier à se poser en douceur sur la face cachée de la Lune, une étape historique dans l'épopée de la conquête spatiale chinoise.
Cette mission est un succès total, ont déclaré ce vendredi les autorités chinoises, qui préviennent quand même que le terrain où évolue le module est très accidenté, avec de nombreux cratères, certains profonds de plusieurs mètres. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information continue sur Euronews et euronews.fr. Très bonne fin de semaine.